Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée à l'emploi au Mali. Je suis Sandrine Oukou et j'ai à mes côtés Kamissa Traoré. Bonjour Kamissa. Bonjour Sandrine. Comment tu vas? Je vais bien, chez toi. Ok, le thème de la semaine est l'auto-emploi est-il un moyen de réduction de chômage? À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Djakarija Doumbia, Project Manager à Impact Hub, et Mme Awa Diallo, diplômée d'un master en fiscalité et droit des affaires. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. Bonjour Monsieur Djakarija. Bonjour Mesdames. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Au plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Ok, comme nous le savons tous, notre émission est composée de 4 rubriques. La première est la discussion avec notre invité présent, M. Doumbia. Ensuite, nous aurons la question de la semaine adressée toujours à M. Doumbia, posée par Mahamadou Tunkara, diplômé d'une licence de marketing international. Notre troisième rubrique s'intitule le débat du jour qui se fera avec nos 2 invités présents sur le plateau. Et pour finir, nous vous donnerons quelques astuces pour préparer son entretien d'embauche. Sans plus tarder, nous passons à la première rubrique, la discussion avec l'invité. Merci Sandrine. D'accord, M. Djakarija, bienvenue sur notre plateau. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, comme Sandrine l'a dit, moi je suis Djakarija Doumbia, Project Manager à Impact Bamako. Je suis le point focal de quelques projets qui visent notamment à accompagner les jeunes à faciliter leur insertion professionnelle, à savoir des projets qui orientent les jeunes en entrepreneuriat, leur inculquer cette valeur, cette culture entrepreneuriale, mais aussi ceux d'entre eux qui veulent avoir un emploi décent, de les accompagner à avoir les outils nécessaires pour pouvoir exceller dans le monde professionnel. Donc voici entre autres mon profil en tant que Project Manager à Impact Hub en charge de l'implémentation des projets en entrepreneuriat. D'accord, merci beaucoup. Donc M. Djakarija, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'auto-emploi? Alors, merci pour cette occasion dans la mesure où il nous faut des occasions, des initiatives pareilles pour expliquer au mieux les contours et les détours de l'entrepreneuriat, mais aussi en quoi et comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à aller vers ça. Okay. Déjà, l'auto-emploi, c'est la capacité ou le fait de mettre en place une activité, que ce soit professionnelle ou non professionnelle, visant à générer des revenus pour une personne. Okay. Donc, il s'agit pour quelqu'un d'exercer une activité qui lui permet de pouvoir bénéficier en contrepartie de son service rendu, ce qu'on appelle, que ce soit le fait d'acheter un service ou un produit, mais la personne exerce une activité et ça lui permet de gagner de l'argent. Okay. Et la personne s'auto-emploie dans la mesure où on crée de l'emploi pour soi-même. L'auto-emploi, ça veut dire créer de l'emploi pour soi-même. Le fait de travailler à son propre compte, il s'agit d'exercer une activité, donc vous créez de l'emploi pour vous-même. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de jeunes qui nous regardent en ce moment vont prendre le courage d'entreprendre à travers vos conseils. Absolument. Ok, Monsieur Doumbia. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit pour entreprendre, il faut déjà un projet. Oui. Une idée, pardon. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'en plus de l'idée, est-ce qu'il faut avoir d'autres qualités pour entreprendre? Alors, oui, l'entrepreneuriat n'est pas un Eldorado. C'est vrai que depuis quelques années, on est dans cette dynamique où les États sont dans cette dynamique-là, ouais, à encourager les jeunes à entreprendre. Justement, c'est là où il faut faire très très attention, parce qu'à ne pas jeter les jeunes ou à ne pas les laisser à leur sort, dire aux jeunes entreprenez, mais il faudrait aussi leur expliquer ou il faudrait dire la vérité aux jeunes. Vous ne pourrez pas entreprendre, dépend d'une idée, mais il faut savoir exploiter l'idée. Oui. Donc, je ne peux pas dire où vous m'invitez sur votre plateau et je viens de dire, ok, jeune, pour entreprendre, il faut juste une idée. Non, il faut une idée à la base, mais il faut parvenir à matérialiser cette idée-là. Oui. Il faut des outils pour pouvoir coordonner, il faut des qualités en tant qu'entrepreneur pour pouvoir réussir. Et parmi les qualités, je pense que la première qualité, c'est une bonne prise de conscience. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a conscience
déjà de ce qu'il veut faire. La conscience personnelle, la conscience de soi. Il est extrêmement important en tant qu'entrepreneur de savoir, voilà ce que je veux faire, je vais servir une communauté, je vais résoudre un problème, je vais mettre en place un business, je vais réunir les gens autour d'une dynamique pour pouvoir parvenir à cela. Donc, la conscience englobe beaucoup de choses, mais il faut une conscience de soi pour pouvoir entreprendre. Il faut également, il faut beaucoup de choses, hein, mais principalement, il faut de la créativité. Il faut voir plus que les autres en fait. Il faut de la créativité dans la mesure où généralement les gens voient le problème. C'est-à-dire du problème on ne voit que le problème. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut voir plutôt le problème en opportunité. Il faut avoir de la créativité pour transformer ce problème-là en une opportunité. C'est-à-dire en un business. Parce que c'est le problème qu'on transforme en solution. Donc, il faut avoir de la créativité, il faut avoir de la vision surtout. Un entrepreneur qui voit de la même manière que les autres n'a pas de valeur ajoutée. L'entrepreneur, c'est celui-là qui voit le problème ou c'est celui-là qui se dit, ok, dans 10 ans, qu'adviendra le Mali? Les jeunes Maliens, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Quelqu'un qui voit plus loin, qui a une vision lointaine et qui met tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Et c'est là qu'intervient une autre qualité de l'entrepreneur, qu'il s'agit du dévouement. Il faut être dévoué, il faut se donner à fond pour atteindre son résultat. Il faut être persévérant dans la mesure où, en entrepreneuriat, vous avez 10 fois plus de chances d'échouer que de réussir. Et si vous n'avez pas cette persévérance-là, vous allez peut-être abandonner au premier échec. Et les entrepreneurs qui ont réussi le plus sont ceux-là qui ont échoué le plus. Il faut avoir de la persévérance pour comprendre qu'il faut échouer pour pouvoir mieux apprendre. Et en dernier lieu, il faut avoir de l'humilité. L'humilité, c'est une qualité exceptionnelle pour tout entrepreneur. Aujourd'hui, les jeunes Maliens, il faut les voir, on les dit entrepreneurs. C'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des supports, c'est-à-dire des structures qui accompagnent les entrepreneurs, des subventions, des financements. Et les jeunes qui arrivent à obtenir ça, vous allez voir qu'ils vont d'abord commencer, avant d'investir dans le projet, ils vont commencer à acheter une voiture. Je ne me dissocie pas d'eux, on est tous pareils. On va commencer d'abord à acheter une voiture, on va commencer peut-être à acheter un nouveau téléphone, on va commencer à faire ceci, on va commencer à faire cela. On va se voir comme le big boss de son entreprise. On se réveille quand on veut, on se couche quand on veut. Mais sauf qu'il faut avoir l'humilité de se dire l'entreprise doit grandir avant l'entrepreneur. Il faut se dire je ne dois pas bouffer dans le compte de mon entreprise. Il faut se dire les autres ont leur place en fait. Si je veux que les autres arrivent à l'heure, il faut que je sois là à 6 heures. Eux-mêmes ils vont se pointer à 8h00 même si vous ne les dites rien. C'est ça l'humilité que l'entrepreneur doit avoir pour couronner en termes de qualité tout ce que je viens de dire. D'accord. Merci beaucoup. Ok, bon, c'est vrai qu'on demande aussi aux jeunes d'entreprendre. Il y a des jeunes qui ont déjà même des idées, de très bonnes idées, mais ils sont un peu freinés dans leur élan, peut-être. Selon vous, qu'est-ce qui peut être à la base de ce frein-là, par exemple, pour ces jeunes qui ont des idées, mais qui sont bloqués un peu, qui ne savent pas comment... Qu'est-ce qui peut être à la base de ce Le seul problème, bon, je pense que c'est un seul problème, il s'agit de l'accompagnement. L'accompagnement, aujourd'hui, on sait qu'on a une culture classique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le Malien de nature est commerçant. Le commerce, c'est un peu de l'entrepreneuriat, mais c'est de l'entrepreneuriat classique. On a cette faculté-là en soi. C'est pourquoi les jeunes, quand ils veulent se lancer, ils vont tout de suite se lancer. C'est ce que j'ai dit dans mes propos. Dire aux jeunes d'entreprendre, mais ne veut pas aussi dire de les laisser à leur sort. Il faut les accompagner dans la structuration de ce business-là. On a 1 million d'idées dans la journée, 1 milliard d'idées sinon dans la journée. Mais il faut arriver déjà à structurer, à cadrer cette idée-là. À voir le lien entre l'idée que nous avons et le problème que nous voulons résoudre. Est-ce qu'il y a cohérence entre ces deux? Comment est-ce que je vais structurer cette idée-là? Comment est-ce que je vais mettre en place des actions, des activités pour pouvoir
y arriver. Les jeunes veulent en fait mettre la charrue avant les bœufs parce qu'ils pensent que quand on a une idée seulement, il faut tout de suite penser au financement. Oui. C'est le dernier recours en fait. C'est pourquoi quand vous donnez de l'argent aux jeunes, la majeure partie, sinon 90% vont échouer. Parce que le principal problème n'est pas une question d'argent en fait. L'argent est indispensable, mais il y a besoin d'accompagnement, d'aider l'entrepreneur à pouvoir à obtenir une vue d'ensemble en fait sur son business. Est-ce que ça va marcher? Oui. Comment est-ce que je vais faire pour que ça marche? Est-ce que ça ne va pas marcher? Comment est-ce que je vais ajuster ou comment est-ce que je vais pivoter pour que ça puisse marcher? Donc, si les jeunes vous donnent de l'argent, c'est normal qu'ils vont échouer sans un accompagnement approprié. Les jeunes, ils ne vont pas pouvoir mettre en place le business parce que l'idée n'est pas bien structurée. Donc, l'accompagnement dans la structuration et dans le développement du business, c'est essentiellement ce qu'il faut aux jeunes, je pense. Ok, d'accord. Ok, donc selon vous, comment il faut inciter les jeunes à entreprendre aujourd'hui? Alors, je pense que c'est déjà enclenché, parce que l'action est déjà enclenchée dans la mesure où, quand vous regardez aujourd'hui les jeunes, on a tendance à changer d'état d'esprit. Presque 40% des jeunes veulent aujourd'hui lancer leur business. Oui. Je l'ai dit, c'est là où se situe le problème. Parce qu'il ne faut pas dire aux jeunes, lancez votre business et qu'en fin de compte, il n'y a pas d'issue. On sait que dans l'entrepreneuriat, plus de 80% des projets vont échouer au bout de 2 ans. Et quand ils vont échouer, quelles seront les perspectives? Inciter les jeunes, il faut leur expliquer clairement la situation. L'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'Eldorado. Il s'agit d'un travail acharné. Oui. C'est une illusion de dire je serai mon propre boss. D'ailleurs, mes auditeurs, c'est ce qu'ils me disent. Je vais entreprendre parce que je n'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Vous allez toujours travailler pour quelqu'un. Soit vous allez travailler pour le client, soit vous allez travailler pour les institutions. Vous allez toujours travailler pour quelqu'un. Mais il s'agit de comment travailler. Et l'entrepreneur doit comprendre tout ça avant de se lancer. Si parmi eux, il y en a qui veulent, parce que les entrepreneurs n'abandonnent jamais. Malgré tout ce qu'on va leur dire, il y a plus de personnes qui vont vous décourager que de vous encourager. Mais l'entrepreneur va toujours continuer. Mais il s'agit de leur dire clairement la vérité. Il faut entreprendre. Le Mali a beaucoup de potentialités. Sinon, ne serait-ce que 3% de nos ressources sont transformées. 97%, plus de la moitié sont exportées. Et l'autre moitié est pourrie tout simplement. On n'arrive pas à créer de la valeur. Entreprenez, mais il faut comprendre qu'il y a un véritable challenge. Il faut accepter ces défis-là. Et si vous acceptez déjà, votre mindset accepte que je dois faire face à ces défis, je vais forcément exceller. Je pense qu'il faut continuer avec ces initiatives-là, d'encourager, de conscientiser les jeunes que la solution leur appartient, leur revient, et de faire en sorte de se faire accompagner pour bien structurer leur business. D'accord. Ok, tout à l'heure dans vos propos, vous avez dit qu'il existe des structures d'accompagnement pour ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que jeune, par exemple, pour bénéficier de cet accompagnement-là? Déjà, je pense qu'il y a les structures d'accompagnement. Bon, on n'avait pas l'habitude d'avoir ça, mais aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat innovant, il y a des outils, il y a des techniques, il y a des stratégies pour accompagner les jeunes. Et parmi ces structures, on a les incubateurs qui ont leurs portes ouvertes pour les jeunes, parce que on sait que les jeunes qui veulent lancer leur business, ils ont besoin d'accompagnement. Donc, les jeunes peuvent s'adresser à ces structures-là, mais sauf qu'il y a un blocage en fait. Un jeune qui a une idée pense que s'il partage son idée avec quelqu'un d'autre, en fait, la personne va voler. Oui, au contraire, en fait, plus vous parlez de votre projet aux gens, plus vous allez obtenir en fait des feedbacks. C'est votre idée, quel qu'en soit le plagiat que la personne va faire, la personne ne pourra pas le faire comme vous le pensez. D'accord. Et vous ne pourrez jamais être à l'abri en fait de la concurrence. Jamais. L'idée que vous avez en tête, il y a 1 million de jeunes qui ont la même idée en fait. Donc il faut aller vers les structures, parler de votre idée, de votre solution et faites en sorte qu'ils vous accompagnent. Il y a des programmes aujourd'hui qui accompagnent les jeunes à travers la formation, l'accompagnement, même le financement. Donc les jeunes,
quand on veut faire quelque chose, je pense que c'est valable dans tous les domaines de la vie. Quand on veut faire quelque chose, on s'y intéresse. On s'abonne aux mots-clés, en fait. Vous voyez, il y a un projet où il y a une formation en entrepreneuriat, en auto-emploi, en structuration de business, en incubation. Il faut postuler. Il faut avoir les meilleurs profils. Il faut postuler. Et quand vous êtes retenu, généralement, vous êtes retenu parce qu'il y a peu qui arrivent à postuler. Il faut aller vers l'information. C'est un droit de bénéficier de l'information, mais c'est un devoir aussi d'aller vers l'information. Et les jeunes, il faut aller vers l'information. Il ne faut pas se dire, je n'étais pas au courant de ça. Quand un jeune me dit ça, ça m'énerve personnellement, parce que je me dis, tu n'es pas intéressé par la chose. Si tu es intéressé, tu fais en sorte que tout ce qui se passe dans ce sens-là, que tu sois au courant, que tu sois informé. Et il faut aller vers l'information, il faut se connecter, il faut chercher en fait les bonnes formations, les activités ou encore les programmes d'accompagnement. Il faut s'y intéresser, il faut postuler tout simplement. On a la chance d'avoir des programmes gratuits. Je ne connais pas un seul programme ici qui accompagne les gens en contrepartie de l'argent. Nous accompagnons plus de 500 jeunes par an, mais en contrepartie, c'est vraiment voir ces jeunes-là réussir. Il n'y a pas un frais à payer, pas 5 francs CFA. Et il y a beaucoup de programmes dans ce sens-là, je pense. Oui. D'accord. Oui. Mais est-ce que vous communiquez sur ça? Est-ce que les jeunes savent que vous existez réellement et que vous accompagnez les... Oui, en partie, beaucoup le savent parce que c'est vrai qu'on a... notre premier objectif, c'était vraiment d'avoir un écosystème entrepreneurial. C'était un véritable challenge. Le fait de parler du concept de l'incubation, d'accompagner un projet, de structurer, c'était un véritable challenge et ça en demeure toujours. Mais on a sensibilisé. Par exemple, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux. Et on est aussi connecté avec les jeunes à travers les différents canaux. Donc, pour donner l'information aux jeunes, venez vers nous, venez à nous et on va vous aider. D'accord. Donc, on communique, même si on sait qu'il y a des jeunes qui ne sont pas connectés dans notre contexte, mais on fait de notre mieux pour pouvoir véhiculer le maximum d'informations. D'accord. Ok, merci beaucoup, M. Doumbia, pour vos réponses. Ok, nous passons maintenant à la question de la semaine. C'est juste après le jingle. Nous avons également la question de la semaine qui est adressée à vous, qui est posée par Mahamadou Toungara, diplômé d'une licence en marketing international. Donc, Mahamadou Toungara a passé plusieurs années d'expérience dans une boîte de blanchisserie. Maintenant, il souhaite lancer sa propre boîte. Qu'est-ce que vous lui conseillez en premier? En premier, c'est d'apprendre le maximum que possible. Il a la chance de travailler et c'est l'occasion pour lui d'apprendre. Contrairement à certains qui se lancent sans aucune expérience professionnelle. Donc, il a la chance, il a la possibilité d'apprendre le maximum de fois. Donc, qu'il en bénéficie autant. Et première chose, mais qu'il n'oublie pas aussi qu'il a un objectif, une volonté déjà d'entreprendre, qu'il commence déjà à structurer son projet de côté et de pouvoir réserver quelque chose de côté aussi en termes d'épargne pour pouvoir, au moment venu, de pouvoir lancer son activité. C'est déjà très bien qu'il ait pensé à ça parce que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui ont travaillé chez quelqu'un et avant de devenir entrepreneur. Il n'y a rien à être suiveur. On peut suivre, mais persister dans le suivi, c'est ce qui est un problème. Donc, il a la chance d'apprendre et de pouvoir maximiser sur ça. D'accord. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que M. Toungara a trouvé la réponse à sa question. Je l'espère également. Oui, nous passons maintenant au débat du jour, juste après les jingles. Ok, bonjour Madame Diallo. Bonjour. Vous êtes la deuxième invitée du jour. Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je me nomme Diallo Awa.
Je suis diplômée en fiscalité, droit des affaires et également je suis entrepreneur. D'accord. Ok. Vous avez déjà dit que vous êtes entrepreneur, d'accord. Ouais. Quel est votre projet? Sur quoi? Vous entreprenez quoi exactement? Au fait, je suis dans la vente de poulet Dibi. Vous connaissez le Dibi Soko, ça c'est de la viande. Moi, je le fais, mais façon poulet. Ah, d'accord, ouais. C'est bien. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Bon, déjà, j'ai embrassé l'entrepreneuriat en 2017. Je vendais des petits trucs à l'école. Et à partir de là, j'étais vers la fin de mon cycle. Et je me suis dit vraiment, je veux me lancer dans un truc vraiment qui pouvait donner. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, mon Dibi Poulet. Ok, donc quelles ont été les réelles difficultés auxquelles vous avez eu à faire face? Bon, comme toute chose, il y a des difficultés. Déjà, à la base, côté fournisseur, trouver un bon fournisseur qui pourrait me fournir du bon poulet. Côté livraison également, c'était pas du tout facile. Vous connaissez les livreurs de Bamako. Quand ils disent qu'ils sont là, ils sont pas là. Et les clients, c'est vous qui appellent pour gueuler dessus. C'était l'un des problèmes. Également, il y avait des clients qui appelaient pour commander. D'accord. Et à l'heure de la livraison, ils se mettaient sur répondeur. Même là, actuellement, il y en a qui le font. Mais bon, avec l'expérience, ça va. Ça va. On les appelle en avance pour confirmer avant de sortir le plat. Ok, voilà. C'est bien. Ouais. Ok, monsieur Doumbia. Oui. Que pensez-vous des difficultés citées par madame? Tiens-nous. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans son intervention. Et ça, c'est... Aujourd'hui, c'est l'exemple concret, en fait, du fait qu'il y a tellement d'opportunités au Mali. Oui. Et imaginez, je discutais avec un jeune qui disait, la dernière fois, être découragé du fait que beaucoup de personnes voulaient se lancer dans l'agriculture. Je lui ai dit, malgré que tous les Maliens, plus de 80% des Maliens sont agriculteurs aujourd'hui, on a tendance à ne pas manger à notre faim. Oui. Donc pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose qu'il n'y a pas de potentialité. Il s'agit en fait de bien cibler votre marché et de pouvoir vous positionner. Elle l'a dit, elle a beaucoup de difficultés parce qu'elle n'arrive pas à avoir de bons poulets. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que elle doit déjà, pas prédéfinir, mais faire une liste en fait de fournisseurs. Déjà, elle fait une liste de fournisseurs. En fonction de ça, si un fournisseur, on sait qu'on est dans un pays extraordinaire, tout est anormal, mais on prend pour normal. Donc, elle doit, si elle contacte un fournisseur qui, au lieu de lui fournir, trouve des excuses, automatiquement elle a un plan B. Je pense qu'on a 26 lettres d'alphabet. Un entrepreneur doit en avoir plus que ça même. Si vous avez A, un plan A, vous devez avoir jusqu'à Z. Et si le plan Z ne marche pas, vous avez AB, AA, AB, vous avez suffisamment de plans en fait. Un entrepreneur, vous devez toujours avoir un plan supplémentaire pour pouvoir faire face aux défis. C'est vrai que c'est un véritable challenge. La logistique, la partie technique, c'est un vrai challenge. Mais quand on maîtrise déjà l'environnement, et elle a parlé d'expérience aussi, c'est important d'apprendre de ses leçons. Certainement, elle ne fera plus les mêmes erreurs qu'avant. Donc, continuer à apprendre de ses erreurs. C'est un vrai challenge. Vivre au Mali même est une expérience. Ah, d'accord. Et Madame Diallo, est-ce que vous avez des questions pour M. Doumbia? Oui, j'ai deux questions. Déjà, la première, c'est tout le temps j'entends parler de ça. Et en entrepreneuriat, c'est quoi la différence entre un leader et un chef? C'est quoi la différence? Ou bien un entrepreneur doit être un chef, à la fois un leader, ou bien... Voilà, la différence est également s'il doit avoir les deux côtés. Ok, c'est une excellente question. En matière de management, l'entrepreneur, un leader, un chef, les deux, c'est vrai qu'il y a confusion, mais dans toute chose, j'ai oublié de mentionner ça, peut-être ça va être la sixième qualité de l'entrepreneur, le leadership. La différence entre un leader et un chef, le chef est focus sur le résultat. Le chef est focus sur le résultat et le leader est plus focalisé en fait dans l'approche, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons le faire. Le résultat importe, mais le résultat importe peu en matière de la collaboration, de comment est-ce que nous allons le faire. Et le chef en fait généralement donne des ordres, mais le leader inspire. C'est-à-dire le chef dit faites ça. Le matin, je l'ai dit dans mon intervention,
dire aux gens de venir à l'heure, inspirer les gens à venir à l'heure. Oui. Au lieu de dire venez à 8h, le chef va plutôt vous dire venez à 8h, mais le leader il va se pointer peut-être à 7h45. Sinon moins que ça. Donc le leader inspire, mais le chef donne plus de l'ordre. Il y a beaucoup de différences entre le chef et le leader, mais un entrepreneur doit être un véritable leader. Un leader dans la prise de décision, un leader dans l'influence, parce qu'il faudrait fédérer les gens autour de votre solution. Vous voulez réaliser quelque chose, est-ce que vous le faites seul? Non. Le livreur qui se plante des fois, si vous avez ce leadership-là à l'interpeller ou à le montrer en fait comment il vous fait perdre de l'argent ou à l'inspirer à faire de son mieux, c'est sûr et certain que vous n'aurez pas à lui dire viens à l'heure, livre à l'heure. Peut-être que tu le fais, mais il faut plus adopter ce leadership-là, à inspirer les gens, à pousser les gens à atteindre leurs objectifs et à ne pas être qu'un donneur d'ordre. Parce que généralement, donner de l'ordre, on l'exécute pour deux raisons. Oui. Soit la personne nous nourrit, soit on a peur de la personne. Oui. Mais quand un leader vous dit de le faire, vous n'avez souvent même pas besoin qu'il vous dise de le faire. Il vous inspire à le faire. J'ai eu satisfaction à ma question. Ok. Comme deuxième question, je peux avoir une Allez-y. Pourquoi les banques, généralement, ils refusent d'accompagner les jeunes entrepreneurs? Alors, c'est la question à $1 milliard. La question épineuse, en effet, le fait que les banques ne donnent pas de l'argent aux jeunes, bon, ça peut... la banque est une entreprise et la vocation d'une entreprise, c'est de faire du chiffre. Oui. Et quoi qu'on dise, quel qu'en soit le problème qu'on veut résoudre, si on n'arrive pas à gagner de l'argent dedans, c'est un projet qui n'ira pas loin. Parce qu'il faut des ressources. Pour obtenir les ressources, il faut les moyens. Ouais. Donc, les banques, en fait, analysent d'abord le projet. Ils s'assurent au maximum qu'ils auront, en fait, un retour sur investissement. Sinon, couvrir, en fait, leur investissement. C'est-à-dire obtenir ce qu'ils ont investi. Et quand on parle de start-up, c'est-à-dire une entreprise qui démarre, qui n'a pas encore atteint sa maturité, l'entreprise a plus de chances d'échouer que de réussir. Oui. Et qui va investir dans une entreprise qui a plus de chances d'échouer que de réussir? La banque a ses raisons en fait, parce qu'il y a une méthodologie, il y a une approche à la banque. La banque utilise plus de 90% des fonds d'autrui. On ne peut pas, si c'est pour soi, on peut prendre le risque en fait de mettre dans les projets d'autrui. Mais la banque gère l'argent des autres. J'espère que les banquiers ne me blâmeront pas pour ça. Mais la banque gère l'argent des autres. Oui. Et ce n'est pas évident en fait de mettre l'argent des autres dans quelque chose dont on n'est pas sûr qu'on pourra ne serait-ce qu'avoir le retour. Donc, d'où l'entrepreneur doit faire recours en fait à d'autres sources de financement. Soit les sources innovantes de financement, le financement participatif ou encore l'autofinancement. Ça te permet déjà de donner une certaine valeur à ton entreprise. Et souvent, ce sont les banques elles-mêmes qui viennent vers toi pour te demander si tu as besoin d'un prêt. C'est juste une visite de courtoisie. Est-ce que vous avez besoin d'un prêt? Parce qu'ils sont sûrs maintenant que vous êtes capable de rembourser. Vous êtes solvable. Merci beaucoup. Ok, vous avez une autre question? Non, je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Ok, monsieur Doumbia, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes qui veulent se lancer dans l'auto-emploi? Vous l'aurez constaté que je parle trop. Donc, pour vous dire à quel point, en fait, je ne me fatigue pas de discuter avec ces jeunes-là. De leur dire, au lieu de penser, en fait, il y a un concept qui nous a fait comprendre depuis un certain nombre d'années que généralement, les communautés ont la vraie solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, quand on prend les top 3 des problèmes maliens, vous allez voir que le chômage en fait partie. Et regardez aujourd'hui le Mali à combien? 1 240 000 km². Combien sont exploités aujourd'hui? La pluie, on prie même Dieu aujourd'hui pour que la pluie ne tombe pas parce que
Oui. Voilà, ça commence à causer des dégâts. Oui. Et encore là, prenez d'autres secteurs. Le Mali est le premier cheptel en Afrique en lieu-mois et le deuxième en Afrique de l'Ouest. Le Mali est le deuxième producteur de l'or. Toutes les potentialités que le Mali a, que le Mali regorge aujourd'hui, regardez juste autour de vous. Qu'est-ce que nous n'avons pas ou qu'est-ce que nous attendons pour pouvoir les exploiter? Il faut juste sortir en fait de fait. Je dois obtenir un job pour pouvoir m'en sortir. Je dois avoir cette assurance-là. Je pense que Covid nous a donné une belle claque en comprenant aux gens que avoir de l'emploi chez quelqu'un ne t'assure en rien en fait cette pérennité financière. Parce que combien de personnes ont été licenciées, mais les entrepreneurs sont restés résilients face à ce bouleversement-là. Donc, ils ont la solution en eux. Il faudrait juste qu'ils aient cette conscience en soi. Première chose, conscience en soi, de comprendre que nous avons la solution. Il suffit juste de réfléchir, d'avoir une idée et de matérialiser cette idée-là. Et je pense que ils viendront vous remercier de vous avoir montré cela en fait. La seule voie, c'est de réfléchir et de proposer des solutions. D'accord. Ok, merci beaucoup pour vos différentes réponses qui aideront surtout les jeunes à se lancer dans l'auto-emploi. Donc, nous passons maintenant aux astuces, c'est juste après le jingle. D'accord, merci beaucoup Sandrine. Merci à vous pour vos différentes réponses et pour votre intervention également, Madame Diallo. D'accord. Donc, les astuces d'aujourd'hui portent sur comment convaincre les recruteurs lors de l'entretien d'embauche. La semaine passée, Sandrine a eu à vous le dire, Sandrine a parlé de la préparation de l'entretien. Parce que pour être au top les jours de l'entretien, il faut une préparation en amont. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment convaincre les recruteurs les jours J. Donc pour cela, comme premier point, nous avons, il faut être ponctuel les jours de l'entretien. La ponctualité, elle est très importante. Et déjà, quand vous êtes à l'heure ou bien vous êtes à l'avance, ça montre aux recruteurs que vous êtes motivé, que vous êtes une personne à qui il peut faire confiance. Donc, il faut tâcher d'être à l'heure les jours de l'entretien. Ensuite, il faut être naturel, précis et sincère dans sa présentation. Il faut être naturel, soyez vous-même, parlez de ce que vous savez faire. N'allez pas bûcher quelque chose qui peut vous bloquer les jours de l'entretien. Il faut être naturel, il faut être précis, il faut être sincère surtout. Ne mentez pas, ne dites pas que vous savez faire des choses alors que c'est absolument faux. Parce que les recruteurs peuvent toutefois vous mettre à l'épreuve. Nous avons également comme point présenter au mieux son parcours scolaire et professionnel. Donc, dans votre présentation, vous devez parler de votre parcours scolaire et vos diplômes que vous avez obtenus. Et également, votre parcours professionnel, les stages que vous avez eu à effectuer et si vous avez eu des expériences dans des structures, vous parlez de tout cela. Ensuite, argumentez sur vos connaissances, vos compétences et vos expériences. Si vous avez des connaissances, des compétences et des argumentaires solides pour convaincre les recruteurs. Les recruteurs ont peut-être 10 personnes ou 20 personnes à interviewer. Vous devez argumenter, vous devez avoir des arguments solides qui vont vous permettre de sortir de l'eau, de faire comprendre aux recruteurs que si ce n'est pas vous, il ne va pas recruter la bonne personne. Donc, donnez tout ce que vous avez les jours de l'entretien. Après cela, il faut mettre l'accent sur ces qualités constituant un atout pour le poste. Si vous savez que vous avez des atouts personnels, par exemple, vous avez postulé pour un poste de marketing, vous savez déjà à la base que vous avez des qualités qui vous permettent d'occuper ces postes. Peut-être que depuis à l'école, vous savez vendre, vous vendez des jus, vous vendez des bassins, vous pouvez communiquer facilement avec les gens. Donc ça, c'est un atout personnel que vous avez que les autres n'ont pas. Donc, parlez de ça, mettez l'accent sur vos atouts personnels qui peuvent vous aider lors de votre entretien.
Donc, Sandrine, ce sont quelques points que nous avons eus aujourd'hui pour nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup, Kamissa, pour ces points que vous avez donnés à ces chercheurs d'emploi. C'est vrai qu'il y a l'entrepreneuriat, mais il y a aussi ceux qui recherchent l'emploi à côté. Ouais. Donc, prenez acte de toutes ces astuces que Kamissa vient de vous donner pour réussir votre entretien d'embauche. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Doumbia, oui. Merci pour votre contribution. Merci pour tous ces conseils qui vraiment vont permettre aux jeunes d'avoir le maximum d'infos avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci. Nous espérons vous revoir très prochainement. Ça sera toujours un plaisir d'être avec vous, d'échanger autour de la question entrepreneuriale. D'accord. Okay. Merci de m'avoir offert cette occasion de m'adresser à ces jeunes-là. Merci beaucoup à vous. Ok, merci beaucoup à Madame Diallo, c'est ça? C'est ça. De vous être déplacée, d'avoir partagé avec nous votre expérience entrepreneuriale. Merci. À travers vous, d'autres aussi jeunes qui peut-être hésitaient, qui ne savaient pas trop ce qu'il faut faire. À travers vous, vous êtes un bon exemple pour ces jeunes aussi. Merci. Donc, merci pour votre contribution. Et merci aussi. À vous également pour l'invitation. Ok, merci à toi, Kamissa, pour pour ta contribution aussi. Tu as aidé aussi les jeunes dans leur quête d'emploi, exactement. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Oui. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Merci aussi. Hein. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, nous sommes à la fin de l'émission, chers téléspectateurs. L'émission Mag Emploi a été préparée et présentée par Mali Barak, qui est un site de recherche d'emploi par excellence au Mali. Donc, nous espérons vous revoir très prochainement pour un autre numéro de Mag Emploi. D'ici là, portez-vous bien.